Maintenant, bonjour. Et je coupe le son de tout le monde, d'accord? Mais attention, moi j'aurai à intervenir tout à l'heure. Je coupe le son de tout le monde, sauf de tous les co-hôtes. OK. On commence. Voilà. Donc, chacun des autres peuvent réactiver leur microphone. Pierrot, tu peux réactiver ton microphone. Jacqueline, tu peux réactiver ton microphone. Ça y est, c'est fait. Voilà. Et les différents intervenants pourront eux-mêmes réactiver leur microphone. Les autres personnes, je demande de garder le microphone fermé pour ne pas encombrer la ligne. Merci. Voilà. Il n'y a personne à l'attente, hein, David. Hein? Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline a le micro fermé, Pierrot. David, est-ce que tu pourrais essayer de joindre Yves? Il a un problème. Il doit d'abord régler le problème de Jeannette. Yves, Pierre, tu peux déjà commencer pendant que je m'occupe de Jeannette, ok? Tu peux lancer la réunion. Alors, Jean-Claude lance la réunion. Ça y est, c'est bon, allez-y. Hein, Monsieur Pierrot, à toi de lancer la réunion. Alors, Jacqueline doit commencer. Ok. Jacqueline. C'est bon. Bonsoir à vous, membres et amis de la loge Robert Denson de Jérusalem. Bonsoir aux présidents des loges francophones, si elles sont présentes, mais je ne les vois pas. Bonsoir aux présidents et membres des loges de France présents. Merci à vous d'être parmi nous pour cette soirée dédiée à la mémoire et à la transmission. Les témoignages et les transmissions ne se font pas à une date fixe. Ils se font et doivent se faire tout au long de l'année avec les derniers témoins d'enfants cachés et les témoignages du vécu d'autres enfants pendant cette période noire. La plupart des membres de notre loge sont des enfants cachés pendant la Shoah, dont moi-même. Certains d'entre eux, non cachés, ont un parcours inédit pendant la Shoah. Nous avons tous témoigné dans différentes associations, écoles, membres de nos familles, livres, car c'est notre devoir pour ne jamais oublier. Les membres de notre loge ont beaucoup témoigné, et en particulier lors de nos tenues fermées. Cette année, nous avons souhaité que leurs témoignages puissent se faire entendre au-delà de notre cercle fermé. L'application Zoom le permet. Les enfants cachés et le vécu des enfants non cachés ont une histoire personnelle, un vécu personnel, une résilience personnelle, mais nous avons tous en commun la perte d'un ou de plusieurs membres de notre famille. C'est ensemble que nous les pleurons le jour de Yom HaShoah. C'est ensemble que nous partageons le vécu d'une enfance perturbée, apeurée et solitaire. Si nous sommes ici pour témoigner, nous devons la vie à certains Français non juifs qui ont pris le risque de sauver des enfants au péril de leur vie. Merci à ces justes que nous n'oublierons jamais, ces justes qui ont été honorés par Yad Vashem. Pierre Dreyfus, responsable de la commission culture, vous présentera nos 4 membres amis avant leur témoignage. Merci à notre administrateur Zoom, cinéaste, membre de notre loge, David Mann. Pierre, la parole est à toi. Merci Jacqueline.
Et je n'ai pour ma part rien d'autre à ajouter parce que ce que tu as dit a été fort bien dit comme à l'habitude. Et je m'adresse maintenant à notre première intervenante, Suzanne Jama. Suzanne, tu es née en telle et telle année, à Paris si je ne me trompe. J'ai lu tout cela dans le livre que tu as écrit, que je produis d'ailleurs en images, livre écrit en ivrite, mais que je traduirai librement le titre Sois toujours debout si tu le veux. C'est une traduction libre, mais qui me paraît interpréter tout à fait justement le titre du livre que tu as écrit. Tu es l'aîné de 4 enfants. Au début de la guerre, en 1939, tu as 10 ans. À la fin de la guerre, en 1944-1945, tu as 15-16 ans. Raconte-nous maintenant, si tu veux bien, succinctement, pendant 15 à 20 minutes, ce que tu as vécu pendant cette période. Je sais, parce que tu nous l'as raconté plus d'une fois, que tu as passé toute cette période tragique à Paris. Alors, tu as bien entendu la parole, je vais te la donner dans une demi-minute, sachant que ceci étant valable pour l'organisation du débat, si une personne veut poser une question à l'un de nos intervenants, il ou elle doit passer par celui que j'appelle l'un de nos orfèvres, c'est-à-dire David Sherman, l'autre orfèvre étant Jean-Claude Je Aimé. n'entends rien, je n'ai pas de son. Alors, faut le dire à David, moi, je peux rien faire de chez moi. Suzanne, je ne peux pas l'appeler d'ici. Suzanne, dès que les circonstances techniques le permettront, Suzanne, tu as la parole. D'accord. Alors, où j'appuie? Bonjour tout le monde, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Bon, alors, je vais vous dire, la pire des choses, ça a été les 4 ans d'humiliation que j'ai vécu à Paris. J'étais toute seule avec maman parce que mes frères et sœurs, l'OSE, les a envoyés à la campagne chez les paysans. Donc, je suis restée avec maman pour l'aider parce qu'elle ne connaissait pas tellement la langue. J'allais à l'école avec, bien sûr, l'étoile jaune et en arrivant en classe, la maîtresse, parce que j'étais l'école communale, la maîtresse me disait « Mademoiselle Lévy, au fond de la classe ». C'était très humiliant. Et pendant tout le temps, ça a été comme ça. Je rentrais chez moi et je disais à maman « Je ne veux plus à l'école. Je ne veux plus parce que tout m'est interdit. » Et c'est humiliant comme a dit De Gaulle quand il est rentré à Paris, Paris humilié mais libéré. J'ai vécu pendant 4 ans comme ça, très difficilement, étant humilié par toutes choses, la dernière rame du métro, ne pas faire d'achat Oui. Au début, faire des achats à la fin quand il n'y avait plus rien, et ainsi de suite pendant 4 ans. Sauf, Paris a été libéré. J'ai été voir l'arrivée de De Gaulle parce que pour moi, c'est lui qui m'avait sauvé. C'est à ce moment-là, quand je l'ai vu arriver, que j'ai enlevé l'étoile qui était sur la blouse et j'étais libre. C'était quelque chose d'incroyable, mais vrai. À ce moment-là,
il a fallu, bien sûr, que j'aide maman, que je travaille, parce que maman n'avait plus d'argent. Qu'allais-je faire que je ne savais absolument, je n'ai rien appris. Je ne savais pas quoi faire. J'ai trouvé un endroit, c'était la loterie nationale, où il fallait tamponner à longueur de journée les billets non reçus. Eh bien, on me l'a demandé, je le faisais pour avoir un très, très petit salaire. Pendant ce temps-là, la chef comptable, voyant que j'étais vraiment très docile, m'a dit, viens, je vais t'apprendre la comptabilité. Et petit à petit, elle m'a appris. Et j'ai travaillé avec elle. J'étais très contente parce que c'était vraiment autre chose. J'ai travaillé et en travaillant, j'ai fait connaissance, pas en travaillant, j'ai appris qu'un jeune homme venait d'Israël voir son grand frère qui s'était enfoui d'Auschwitz. Ce jeune homme voulait voir, parce que toute sa famille avait été déportée de Pologne, et ce jeune homme qui est venu d'Israël, il était parti avec la Liat HaNoach à Gush Etzion pour s'engager volontaire dans l'armée anglaise pour combattre les Allemands. Ce jeune homme est venu à Paris et par hasard, je l'ai rencontré dans une société où je connaissais et qu'il connaissait. Alors, moi, j'étais subjuguée par ces racontages d'Israël. Pour moi, Israël, c'était quelque chose d'inconnu. Et vraiment, ça me passionnait. Et petit à petit, j'ai écouté, on s'est rencontrés, on a parlé et on s'est mariés. On s'est mariés et la première chose que je disais toujours à mon mari, tu sais, c'est un tout petit pays, comme tu dis, mais pour qu'il s'agrandisse, il faut que tous les Juifs arrivent en Israël. Et mon mari me disait, toi, tu ne peux pas aller en Israël, tu es trop française et c'est un pays très dur. Bon, on a laissé passer quelque temps et voilà la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours était, comme vous le savez, quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai trouvé ça tellement sensationnel, un tout petit pays entouré d'ennemis qui s'en est sorti. J'ai dit à mon mari, absolument, faut aller en Israël. Et on discutait, on a acheté sur plan une maison à Jérusalem, à Talpiot. Et on a dit, quand on pourra, on partira. Malheureusement, mon mari est tombé malade, 3 ans. Donc, on ne pouvait rien faire. Il est décédé et j'étais toute seule. À ce moment-là, j'ai dit, bon, ben, c'est fini. Moi, je pars en Israël toute seule. J'ai liquidé tout ce que j'avais dans mon appartement. J'ai fait faire un cadre et je me suis dit, bon, ben maintenant, contre l'avis de toute ma famille qui disait, tu es toute seule, tu as un gros chagrin et tu vas partir. J'ai dit oui, je pars et je suis partie. Je suis partie. La veille de la guerre de Kippour, je suis arrivée en Israël. Juste un jour après, c'était Kippour et c'était la guerre. Alors là, c'était là vraiment une horreur. Une horreur quand j'ai vu de sur mon balcon qu'on a enlevé tous les hommes des synagogues pour qu'ils aillent au front. C'était vraiment épouvantable. Bon, alors je me suis dit, bon, bah, moi, il faut que je fasse quelque chose.
et je vais à Hadassah demander si je peux aider. On m'a répondu, tu connais pas un mot d'hébreu, rentre chez toi, ce sera beaucoup mieux. Je suis rentrée chez moi, mais comme je suis assez têtue, je suis allée au Lishkat Avoda, c'est le bureau de placement. Et j'ai demandé du travail. On m'a dit, mais tu connais pas un mot d'hébreu, tu peux pas travailler. Bon, je ne peux pas travailler. Tous les jours, je suis retournée au moins 5 ou 6 fois. Quand ils en ont eu assez, ils m'ont dit, bah, va là-bas, on demande quelqu'un qui prépare les salaires. Est-ce que tu sais préparer les salaires? Tu connais pas un mot d'hébreu? Au moins, j'ai pas répondu. Et je suis allée voir le boss qui devait me recevoir. Alors, il me regarde, il me dit, mais tu connais pas l'hébreu? Je dis, non, je vais apprendre. Et tu sais préparer les salaires? Je dis, non, je vais apprendre. Il a vu que je voulais absolument travailler et il m'a exploité au maximum en me donnant un salaire minimum que l'on puisse savoir, que je connaissais pas du tout le pays. Alors j'ai accepté. Et pendant plusieurs années, j'ai essayé de faire ces salaires qui étaient quelque chose d'incroyablement difficile. C'était le salaire des professeurs de lycée. Je ne savais pas quoi faire. Et j'ai dit, il faut absolument que j'apprenne. Et on m'envoyait énormément de formulaires en expliquant que je ne comprenais rien. Alors je me suis dit, bon, ben, je vais téléphoner au principal du Misrad Archino, du ministère de l'Éducation, lui demander qu'il me reçoive. Et il a été très gentil. Il m'a reçu et tous les jours, à 7 heures du matin, je lui téléphonais et il me disait, Suzanne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux venir? Et j'ai fait ça pendant au moins 1 mois jusqu'à ce que je comprenne à peu près ce que je pouvais faire. Et j'ai réussi. Je t'interromps, Suzanne. Tout ça, c'est la conséquence de ce que tu as subi à Paris entre 1940 et 1944-45. Alors maintenant, si je dois continuer, je continue, sinon je m'arrête. J'ai expliqué ce que j'ai eu à Paris pendant la guerre. Alors maintenant, c'est plutôt la vie en Israël, c'est tout à fait autre chose. Alors, c'est comme vous voulez, je peux m'arrêter. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu as conservé cette sinistre étoile jaune que tu avais? Est-ce que j'ai essayé? Est-ce que tu as conservé, tu as encore cette sinistre étoile jaune que tu as portée? L'étoile jaune? Oui. Est-ce que tu l'as encore? Je l'ai encore. La voilà. Vous la voyez? Non. Décale un petit peu. Oui, là, c'est bon. Voilà. Je l'ai encore. Voilà. Ah, là voilà, oui. J'ai une deuxième question à te poser, aussi par rapport à ce que tu as subi pendant la guerre. Est-ce que tu sais ce qu'est devenue l'institutrice après la guerre qui, pendant la guerre, t'avait mise tout le temps au fond de la classe? Non, je n'ai pas. Je me rappelle de son nom, mais c'est tout ce que je puis dire. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Non, absolument pas. Absolument pas. Non. Malheureusement, non, je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc, pendant la seconde... Vraiment malheureuse, c'est tout ce que je puis dire. Très malheureuse au point de vue à l'intérieur de moi.
à l'intérieur de moi, j'étais très, très malheureuse. Très. Voilà. Et au fond, Frères et sœurs, pardon, au fond de toi-même, tu le ressens encore maintenant. toujours, toujours. Je vais vous dire quelque chose. Pendant le corona, pendant 1 an et demi, que j'ai été enfermée et qu'on me disait Assour, 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 et bien ça m'a tout m'est revenu. Parce que quand j'étais petite fille, tout était Assour, tout était défendu. Hein? Et c'était épouvantable quand j'ai entendu pendant les 1 an et demi de corona Assour, Assour, Assour. Je dis, mais c'est pas possible. Tout me revient. Tout m'est revenu pendant cette année de corona. Et je crois que j'oublierai jamais. Et je voulais encore te poser une autre question. Pendant la guerre, comment faisiez-vous à Paris, toi, ta mère, ta maman et tes frères et sœurs, comment faisiez-vous à Paris pendant la guerre pour essayer de manger à votre faim? Mes frères et sœurs, comme j'ai expliqué, ont été pris avec l'osée et on les a mis chez des paysans à la campagne. Ils n'étaient pas à Paris. Mes frères et sœurs, il n'y a que moi qui étais à Paris avec maman. Maman n'a jamais porté l'étoile parce qu'elle était d'origine turque et les Turcs, étant donné qu'ils étaient alliés aux Allemands, protégeaient malgré tout leurs citoyens. Maman n'a jamais porté l'étoile, mais les Français qui étaient autour de nous savaient qu'elle était juive et lui disaient « Madame, vous ne pouvez pas venir au marché à cette heure-ci. Vous devez venir qu'à 1h de l'après-midi. À 1h de l'après-midi, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien à manger. Oui. Pour moi, toute seule, parce que mes frères et sœurs n'étaient pas là. Mes frères et sœurs étaient à la campagne et eux n'ont été privés de rien parce qu'à la campagne, on ne savait même pas faire la différence entre juifs ou pas juifs. Les paysans, c'est tout. Voilà. Il n'y a que moi qui ai souffert parce que je ne pouvais pas laisser maman toute seule. Et je dois dire que mon père, quand il a été... je ne vous ai pas raconté, quand on est venu le chercher, c'était très de bonne heure le matin. Il y a la police qui est montée, la police française, et lui a dit « Monsieur Lévy, on doit vous questionner, descendez avec nous pour très peu de temps. » Il est descendu et moi, très curieuse, je suis descendue derrière et j'ai vu en bas 2 Allemands avec leurs gros casques qui attendaient mon père et on parlait en allemand. Mon père connaissait l'allemand, connaissait beaucoup de langues. Et les Allemands ont dit exactement ce que les Français ont dit. On va vérifier quelque chose et vous revenez. Il n'est jamais revenu. Jamais. Et on l'a emmené à Drancy et de là-bas à Auschwitz. De Drancy, je l'ai vu une fois par la fenêtre avec maman. On a été le voir. Et ce jour-là, mon père a envoyé un tout petit papier en me disant « Tu es l'aîné et le chef de famille ». Et ça m'est resté jusqu'à la fin. Voilà. C'est tout. Eh bien, en d'autres termes, ton témoignage extrêmement précis nous montre quelle a été, pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris, la vie d'une enfant, la vie de sa maman et le fait que tu as été obligé de très rapidement grandir et de devenir en quelque sorte aux côtés de ta maman, de devenir une sorte de chef de famille bis. C'est extraordinaire et vraiment je voudrais au nom de tout le monde te remercier
pour ton témoignage aussi précis que émouvant. Alors, voilà, merci beaucoup, Suzanne. Hein. Merci. Voilà, je voudrais demander à David si actuellement on peut avoir la connexion avec Jeannette May. Ils m'ont dit que c'est bon, mais moi je la vois pas. Ils me disent qu'ils nous voient. Donc, en attendant, on peut peut-être donner la parole à Edmond qui est avec nous et qui lui a pas, ou alors avec Yves. On peut donner à Yves ou à Edmond qui sont avec nous. Eh bien, on va peut-être préalablement donner la parole à Edmond. Hein. Alors, Edmond, il faut remettre le micro. Il faut Edmond, que tu réactives ton son. Dis bonsoir, je suis là aussi. Edmond. Ah, voilà Jeannette. Voilà Jeannette. Oui, bonsoir, voilà, je suis là. Jeannette, s'il te plaît, attends que je te donne la parole, 2 minutes. Hein. Je vais donc te donner la parole puisqu'il avait été question, on ne te voyait pas, mais maintenant, on te voit très, très, très bien. Hein. Joël est à tes côtés, je pense. Hein. Oui. Et peut-être, Jackie est à côté de moi. Jackie est à côté de toi, alors ça va très bien. Alors toi, Jeannette, tu étais à Nice, où tu as passé ton enfance et ta jeunesse. C'est là que la guerre t'a accueilli. 2 événements importants vont te marquer et je voudrais que tu nous parles de ces 2 événements marquants, savoir, 1, l'occupation de Nice par les Italiens du 11 novembre 1942 au 8 septembre 1943, c'est le premier point. Et le deuxième point consiste en nous décrire l'activité que tu as déployée au sein des mouvements du scoutisme et plus particulièrement au sein de la Fédération française des éclaireuses. Alors, si tu veux bien nous parler du premier point, savoir ton activité pendant l'occupation de Nice par les Italiens du 11 novembre 1942 au 8 septembre 1943, date à laquelle les Italiens ont été, entre guillemets, remplacés, fermez les guillemets, par les Allemands. À toi la parole, Jeannette. Alors, voilà. Merci Pierrot. Est-ce que je peux… Oui. Voilà. Merci Pierrot de me donner la parole. D'abord, je voudrais vous remercier parce que je suis très bavarde, mais j'aime beaucoup parler de la guerre. Et surtout, d'abord, quand j'en parle, je voudrais toujours parler de l'éducation extraordinaire que nous avons reçue, ma sœur et moi. Mes parents étaient pharmaciens tous les deux. Et nous avons eu la chance, dès notre plus tendre enfance, si je puis dire, d'avoir une maison, si tu veux, pleine de gens qui venaient, qui parlaient russe, qui parlaient allemand, qui parlaient anglais. Et nous avons eu l'impression de participer, ma sœur et moi, à une espèce de vie communautaire. Et en fait, c'était vrai. Nous étions au lycée, des petites Françaises gâtées. Mes parents étaient donc pharmaciens tous les deux. Et nous avons toujours, ma sœur et moi, vu à la maison, à la pharmacie de mes parents, énormément d'amis et de gens venant discuter, prendre conseil. Et on avait l'impression, je vais dire quelque chose de très bête, ma sœur et moi, très jeunes, de participer à quelque chose d'important, sans évidemment se rendre compte de quoi il s'agissait, mais je crois que ça nous a marqué, ma sœur et moi, et je dois dire ça, un grand merci à mes parents qui nous ont impliqués, si l'on peut dire, dans une vie familiale et communautaire. Voilà. Alors, à part ça, qu'est-ce que je peux dire? Tu veux que je… Hein? Je voulais que tu parles de ton activité pendant l'occupation de Nice par les Italiens du 11 novembre 1942 au 8 septembre 1943. C'est le premier point
de ton intervention, mais il y a encore un deuxième point sur lequel Oui. je reviendrai dans un instant, Bon. dès que tu auras pris la parole. Alors, qu'as-tu fait pendant l'occupation italienne entre novembre 42 et septembre 43? Alors, je vais te dire, novembre 42, ça a été un point important, mais ce qui nous a marqué beaucoup plus que ça, ma soeur et moi, c'est l'atmosphère à la maison et l'activité de mes parents. Nous étions très jeunes, impliqués dans un accueil à la fois communautaire, à la fois dans une ambiance assez politique, parce que mon père était très, très, très impliqué dans une vie politique à Nice, et surtout par énormément de va-et-vient à la maison, à la pharmacie de mes parents, et je crois que ça nous a marqué, ma soeur et moi, nous avions l'impression de participer. Du scoutisme et des Italiens. Oui. Alors, maintenant, tu voulais parler des Italiens et du scoutisme. Avant la guerre, il n'y avait pas d'EI à Nice. Nice était une petite communauté et nous avions un clan d'éclaireuses niçoises dans une petite troupe EI, mais tout ça, ça a pris d'importance seulement quand, à partir du début de la guerre, quand Nice a reçu énormément de réfugiés. Des réfugiés de Paris, des Juifs d'un peu partout, des gens qui sortaient des camps de Rivesaltes et autres dont l'UGIF s'était occupé. Et Nice a été finalement un centre extrêmement important pendant toute la guerre. Et mes parents, parlant, comme je me répète, et le russe, et l'anglais, et l'allemand, à la pharmacie, on a toujours eu beaucoup de monde chez nous aussi. Alors c'est une chose qui nous a marqué et nous avions l'impression, ma sœur et moi, de participer à une espèce de vie politique. Alors, les EI ont commencé à être importants simplement à partir de début septembre, début de la guerre, puisqu'il n'y avait pas d'EI à Nice. Et c'est ainsi, petit à petit, qu'on a fait un très grand groupe local et qu'on a recueilli des amis des EI, à la fois qui étaient des Alsaciens réfugiés en tant qu'Alsaciens autour de Marseille et d'autres gens venus d'un peu partout, Nice étant un comité d'accueil, même avant les Italiens, et d'ailleurs protégé tous les Juifs qui venaient avec l'occupation italienne. Et ça, il faut ne pas l'oublier. Et nous avions à côté de la Choule, boulevard du Bouchage, presque toujours des amis italiens officiels qui venaient nous aider quand on en avait besoin. Et ça, je crois qu'il faut le marquer. Absolument. Et je voulais te poser une question Oui. en rapport avec l'occupation italienne. L'occupation italienne se termine donc en septembre 1943. Et tu m'as expliqué quelque chose que je trouvais très intéressant et je pense que tous nos amis le trouveront également intéressant. Il y avait un projet de faire partir des gens qui étaient recherchés, des Juifs qui étaient recherchés précisément par l'Italie. Je te laisse la parole. Voilà. Alors, ça, c'était un projet de faire partir de Nice, puisque Nice était vraiment un havre. Il ne faut pas oublier de parler d'un Italien, je ne sais pas quelles étaient exactement ses opinions politiques, mais en tout cas, qui était impliqué dans les vies politiques italiennes et qui s'est occupé d'un grand projet de faire passer d'abord beaucoup de jeunes niçois, EI ou pas EI, de les faire passer par l'Italie du Nord, et ça c'est intéressant, un réseau de l'Italie du Nord, les faire descendre jusqu'à Brindisi, et de là était prévu, et ça a été officialisé après, était prévu des bateaux pour les amener en Israël. Et tout ceci se devait se passer dans les journées de septembre 43. Mais le sort en a disposé de façon tout à fait différente, et ça a été malheureusement un endroit où beaucoup de jeunes niçois prêts à partir en Italie ont été arrêtés. Ceci, c'est lorsque Badoglio a demandé l'armistice et que les Italiens ont été considérés presque des traîtres par les Allemands. Donc, les Allemands sont rentrés à Nice
Et là, il y a eu de grandes rafles dans l'espace de quelques jours. Et les rafles ont été d'autant plus terribles que énormément de Juifs prêts à partir en Italie, et je le répète parce que c'est très important, prêts à partir en Italie avec l'aide du gouvernement italien pour un jour arriver en Palestine, tous ceux-là ont été pris dans une nasse, si tu veux, au bout de quelques jours. Et c'est pour ça que tant de réfugiés à Nice ont été pris sur le point de partir. Ça s'est passé à quelques heures près. Et là, ça a été une hécatombe terrible. Ah oui. Donc, je ne sais pas si c'est intéressant, mais ça a été terrible parce que tout était prêt pour eux pour partir. Et je te dis, même les bateaux étaient prêts à Brindisi pour les amener en Palestine. Et ça, c'était vraiment un moment qui nous a terriblement marqués. Je comprends, absolument. C'est extrêmement intéressant, extrêmement important dans la narration des événements qui s'étaient produits à ce moment-là. Et alors, j'embraye, entre guillemets, sur ton action au sein de la Fédération française des éclaireuses, où, m'as-tu expliqué, il y avait un noyau EI, oui. Et on sait que les EI étaient subventionnés par Vichy, par le gouvernement de Vichy, dans le cadre, si je ne m'abuse, de l'UGIF. Hein? Non, dans le cadre du scoutisme français. Du scoutisme français. Et on sait également, ensuite je te donnerai la parole bien sûr, on sait également que les EI avaient constitué ce qu'on a appelé la 6e, c'était la 6e division, cette fois-ci de l'UGIF. Alors, exactement, on dit la 6e, la 6e direction du GIF. Et alors et les EI étaient tellement impliqués que nous avions, dans le cadre du scoutisme français, c'est-à-dire des mouvements nationaux français subventionnés par le gouvernement du Vichy, nous avions un écusson du scoutisme français, et cet écusson du scoutisme français, pour nous, EI, était rempli, si tu veux, par l'enseigne, par l'insigne des EI, et ça j'en ai encore regardé pour le montrer, dans l'espace du scoutisme français, ce qui nous a permis d'accueillir d'abord de jeunes juifs, d'abord des scouts, et surtout une possibilité aussi, par cette appartenance au scoutisme français, de faire beaucoup pour aider les jeunes à partir un peu partout. Mais il y a eu le règne de l'Égypte, le JUGIF, mais le fait d'appartenir au scoutisme français a beaucoup aidé pour des passages qu'on racontera une autre fois par la frontière vers l'Espagne, etc. Et il faut rendre hommage au scoutisme français, ça j'y tiens beaucoup. Ah oui, mais tu as tout à fait raison, d'autant plus que, si je ne me trompe, vous organisiez également des camps pour les enfants, hein, des camps scouts pour les enfants, ce qui était, soit dit en passant, ce qui était extrêmement risqué, mais vous aviez tout à fait raison de le faire. Alors, est-ce que tu peux t'expliquer un peu? Je vais te dire, dans le cadre du scoutisme français, jusqu'en septembre 1943, il n'y avait aucun problème. Nous étions officiellement dans le cadre du scoutisme français, et ça je le dis, avec le ravitaillement du scoutisme français, avec les réunions du scoutisme français, avec la possibilité de circuler, car nous, cheftaines, nous étions cheftaines EI, mais dans le cadre du scoutisme français. Et inutile de vous dire que ça nous a beaucoup aidé pour aider des tas de gens, et un passage de la frontière et des cachettes à Nice. Et là, il faut rendre hommage vraiment, et j'y tiens, je me répète, au scoutisme français, qui savait très bien ce que nous faisions et qui nous a couverts pour des tas de choses. Oui. Eh bien, il me reste, je crois, sauf si tu as encore d'autres détails à nous donner, hein, il me reste à te remercier très chaleureusement au nom de toute l'assistance, des explications tout à fait lumineuses que tu as bien voulu nous donner. Et c'était véritablement une joie de t'entendre, non seulement de t'entendre, mais de t'écouter avec attention. Et tu auras remarqué qu'il n'y a pas un bruit, à part nos deux voix, la tienne et la mienne. Il n'y a personne ne fait de bruit, ce qui démontre, soit dit en passant, l'intérêt que l'assistance porte
et apporter à ce que tu viens de dire. Je dis d'ailleurs la même chose pour ce que nous a dit Suzanne, et je suis sûr de pouvoir dire qu'il en sera de même pour ce que vont nous dire, nous raconter Edmond et Yves. Alors, merci beaucoup, Jacqueline. Jeannette, pardon, du vois, j'en perds, mais merci, Jeannette. Et je suis très heureux de te voir pour une fois à l'écran. C'est très gentil. Merci Pierrot. Merci de m'avoir permis de parler, car j'aime beaucoup parler de tout cela, parce qu'il faut que nos jeunes et les générations de jeunes juifs et les élus et autres sachent exactement ce qui s'est passé et peut-être aussi dire merci à beaucoup d'amis niçois, non-juifs, qui ont aidé les élus pendant toute la guerre. Ça, j'y tiens beaucoup. Merci Pierrot. Alors, il est possible que tout à l'heure, on vous pose des questions tant à toi qu'à Suzanne. Donc, ne quittez pas l'écoute, comme on dit à la radio. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, Pierrot. Bon, moi, je peux y aller, maman. Ça va, très bien. Voilà. Ça va. Je voudrais donner maintenant la parole à Edmond Mizrahi. Est-ce que tu es là, Edmond? Oui, je suis là, tu m'entends? Alors, toi aussi, Edmond, tu as vécu la Seconde Guerre mondiale dans le sud de la France, puisque, si je ne me trompe, tu as vu le jour, et en tous les cas, tu as vécu à Marseille jusqu'à ton aléa. Marseille est tristement connue pour la rafle du 22 au 24 janvier 1943, où les Allemands, aidés notamment par le sinistre Bousquet et ses sbires, raflent près de 6000 personnes, 1642 seront déportés, dont 782 juifs, et une semaine plus tard, les nazis rasent le quartier Saint-Jean, à Marseille, qui avait encore une autre appellation, mais tu vas certainement nous la dire, je l'ai oublié. Et dis-nous, si tu veux bien, comment tu as vécu cette période 1939-1940 à 1944-1945. Merci, Edmond. Merci. Bon, comme on m'a donné un quart d'heure, j'espère que j'ai fait un livre où en 250 pages, j'ai écrit toute cette histoire. Je vais essayer de la résumer en un quart d'heure. Bon, le 1er août 1900, on ne me voit pas là. Si, c'est bon, c'est bon. Si, on te voit. Ah, Si, bon, non, on te voit et on t'entend. Jean-Claude là. Je voyais Jean-Claude. Bon, le 1er août 1939, mon père a écrit une longue lettre à son frère qui habitait à Buenos Aires, en Argentine. Il lui expliquait tout ce qu'il y avait eu comme événement en Europe et en France en particulier. Et vers la fin, il lui a écrit « J'ai l'impression d'être au milieu d'un feu brûlant ». C'était prémonitoire. Alors, cette expression, un feu brûlant, c'est un paradoxe, c'est un pléonasme. Mais effectivement, quand j'ai écrit le livre, je me suis dit, je vais quand même la marquer puisque mon père a écrit ça. Quand j'ai eu fini d'écrire le livre, j'ai rencontré Saül Cohen, que vous connaissez tous, et qui avait écrit un livre dont le titre est « Comme un feu brûlant ». Je lui ai dit, mais où c'est que tu as trouvé ce titre? Il m'a dit, c'est dans Jérémie, chapitre 20. Bon. Après avoir écrit cette expression, j'ai l'impression d'être un feu brûlant, mon père a ajouté à son frère une demande. Il lui a dit, écoute, j'ai pas assez d'argent, pourrais-tu me prêter de l'argent pour que je puisse te rejoindre à Buenos Aires en Argentine dès que j'aurai trouvé du travail là-bas, puisqu'il parlait judo-espagnol, donc il n'avait aucun problème pour s'intégrer là-bas. Il a dit à ce moment-là, je te rembourserai. Autant la lettre de mon père était longue, autant la réponse de son frère était courte. Je vais vous la dire mot à mot. Mon cher frère, j'ai bien reçu ta lettre du 1er août 1939. Je voudrais te rappeler que je suis parti de Turquie avec un baluchon sur le dos
et à l'intérieur simplement une paire de pantoufles et une robe de chambre pour tout bagage. Suis-je responsable de toi et de ta famille? Tu es adulte, il te suffit de faire comme moi. Je vous embrasse tous, José. Bon, le temps passé, comme vient de le dire à ce moment-là Pierre, il y a eu le 11 novembre 1942, les Allemands sont arrivés à Marseille. Mais ce n'est que le 22 janvier 1943 et qu'il y a eu une rafle dans les vieux quartiers de Marseille, c'est-à-dire celle qui est sur le côté droit quand on descend la Canebière, parce que dans ces vieux quartiers, les Allemands voulaient le détruire parce qu'il y avait beaucoup de résistants dans ces vieux quartiers qui avaient tué des Allemands. Là, c'était surtout pour ça, pour vider ça. Bon, il y avait quelques Juifs qui ont été pris, mais c'est surtout le 23 janvier, pas le 24, hein, le 23 janvier 1943, qu'il y a eu une rafle dans le quartier de l'Opéra à Marseille où vivaient beaucoup de Juifs. Alors là, dans la première rafle, il y a eu pas mal de gens qui ont été déportés, mais envoyés simplement à Fréjus et après ramenés à Marseille, sauf les Juifs qui ont été déportés. Mais dans le quartier de l'Opéra, il y a eu à ce moment-là énormément de Juifs. Il y a eu exactement 1999 Juifs qui ont été déportés cette nuit-là. Bon. Nous n'habitions pas dans ce quartier, nous habitions dans un quartier périphérique près de la mer, donc nous n'avons pas été déportés. Après, il y a eu des déportations dans les quartiers, dans le centre de la ville, mais individuelles, mais il n'y avait pas eu tellement de déportés. Par contre, nous, le jeudi 16 mars 1944, mes parents ont reçu une lettre anonyme dans laquelle il était écrit « Apportez-moi 1000 francs dans une enveloppe et mettez-la sur les escaliers de l'école pratique d'industrie qui se trouvait à côté de chez nous, vendredi, sinon je vous vends à la Gestapo. » Bon. Ma mère étant effrayée, a voulu quand même demander un conseil à une voisine qui avait de très bons conseils. Cette voisine lui a dit « C'est un maître chanteur, tu n'en finiras pas, je te donne les clés de ma maison de famille que j'ai à Uzès dans le Gard et tu pourras là-bas vivre caché car personne ne saura là-bas que tu étais juive. » Ma mère lui a dit « Non, je regrette, je ne peux pas partir. » Pour une raison fort simple, c'est que je suis allé chez le docteur. Le docteur m'a dit que mon fils pouvait avoir une appendicite et il doit me donner, on était là à ce moment-là, le jeudi, il doit me donner lundi prochain, le 20 mars, à 14h, il doit me donner les résultats de la radio. Parce qu'à l'époque, la radio, on ne vous la donnait pas de suite comme ça. Il fallait attendre plusieurs jours. Donc, elle a dit à Madame Bertrand, d'ailleurs, ta fille aurait dû être mariée depuis 15 jours. Parce qu'effectivement, le fiancé de Paulette, sa fille, était mort juste 3 semaines avant d'une péritonite, c'est-à-dire que c'est une appendicite beaucoup plus grave, qui est purulente. Donc, elle a dit, moi, je veux attendre d'abord d'avoir le résultat de la radio, et à ce moment-là, je partirai. Madame Bertrand lui a dit, mais moi, j'irai te chercher le résultat. Ma mère n'a absolument pas voulu, elle a dit, j'attends ces résultats. Le vendredi, donc, ma grand-mère est venue à la maison et pour nous dire au revoir, parce que mon oncle qui habitait avec elle, elle habitait dans la même rue, elle habitait au Seuil, nous habitions au 20 rue du Roi-René, et à ce moment-là, elle est venue nous dire au revoir, parce qu'elle déménageait, sachant qu'elle risquait d'être déportée. Bon. Ma mère lui a donné à ce moment-là toute l'argenterie qu'on avait, qu'elle a emballée dans un tissu, et elle lui a donné. Bon. Ainsi, elle est partie. Et à ce moment-là, on a attendu le lundi 20 à 14h pour savoir si mon frère avait l'appendicite ou pas. Or,
C'est à 14 heures qu'elle devait y aller. À 13 heures, on a sonné 3 fois à la porte. Or, en sonnant 3 fois à la porte, mon père avait pris la précaution de lever le nom en bas dans la rue, de nom Mizrahi. Il avait dit, si quelqu'un vient, vous sonnerez 3 fois. Or, ce jour-là, on a sonné 3 fois. Donc, ma mère a dit, c'est quelqu'un de la famille. Elle est sortie sur le palier, parce que pour ouvrir la porte, il fallait aller sur le palier, tirer une tirette. Je l'ai suivi. Et à ce moment-là, après avoir ouvert la porte, il y a un monsieur qui est rentré, habillé en un costume bleu, un béret basque sur le côté gauche. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et il a demandé Al-Ghazi. Ma mère a répondu, c'est pas ici. Al-Ghazi, c'était le nom de ma grand-mère qui habitait au sein rue du Roi Ronet, qui était venue la veille, le vendredi, et qui était reparti et qui avait déménagé. Ensuite, il a demandé Ménassé. Ma mère a dit, c'est pas ici. À ce moment-là, Ménassé, c'était le nom de mariage de ma tante, la sœur jumelle de ma mère, qui habitait à la rue d'Andoum, une rue parallèle à notre rue, la rue du Roi Ronet. Donc, quand il lui a dit pas ici, après il a demandé Mizrahi. À ce moment-là, ma mère a répondu, c'est ici. À ce moment-là, il a sorti un revolver de sa poche. Il a dit police allemande. En réalité, c'était la Gestapo. Il est monté dans la maison et il a commencé, disons, à regarder dans la maison. Mais à ce moment, Paulette Bertrand, qui aurait dû se marier 15 jours avant, était venue chez sa mère pour manger. Or, elle ne venait jamais manger à midi chez sa mère. Et ce jour-là, elle était exceptionnellement venue. Elle avait donc 22 ans. Elle est montée à la maison. Elle a pris mon frère et moi par les mains. Elle nous a dit, les enfants, vous savez bien que maman ne veut pas que vous restiez ici. Elle nous a fait descendre chez elle au rez-de-chaussée. Elle nous a fait passer par la fenêtre. Elle nous a dit, allez chez mon frère. On savait où il habitait, c'était une rue perpendiculaire en bas de la rue. C'était la rue de la Gorge. Et nous sommes allés chez son frère. Quand elle nous a vu passer le coin de la rue, à ce moment-là, elle est sortie de l'immeuble et elle est allée avertir ma tante Ménassé que la Gestapo allait venir les arrêter. Lorsque le chef de la Gestapo, qui était en haut et qui a vu que quelqu'un sortait, il a crié surtout ne laissez sortir personne. Mais Paulette était déjà partie pour avertir ma tante. Nous sommes donc restés chez René, le frère de Paulette, qui habitait dans la rue Lagorge, et nous avons attendu par la fenêtre de voir passer la traction avant que nous avions vue quand nous sommes sortis de notre maison, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voitures qui roulaient, par les taxis, les ambulances ou la Gestapo. Hein. Les autres, on leur avait pris tous les pneus. Ils ne pouvaient pas rouler. Donc, on a vu passer la voiture de la Gestapo avec mes parents à l'intérieur. À ce moment-là, mon frère a expliqué à René Bertrand, le frère de Paulette, que la mairie de Marseille avait décidé de faire partir tous les enfants de Marseille dont les parents acceptaient en Auvergne pour les préserver des bombardements, puisque Marseille était un port qui était souvent bombardé. Donc, mon frère a dit à René, mais le dossier se trouve à l'école de la rue Candolle. Donc, nous sommes allés avec René à l'école de la rue Candolle pour prendre le dossier. Avant d'arriver à l'école, nous avons vu revenir l'attraction avant et elle s'est arrêtée dans la rue d'Andoum, un peu plus loin que chez nous, là, et elle est devant le magasin d'un tapissier qui s'appelait Alfieri. Et il est allé pour les payer ce qu'ils devaient du fait d'avoir vendu mon père et ma mère. Ils leur ont donné 50 francs pour chacun. Ce monsieur a été condamné après la guerre, parce qu'il a vendu d'autres, il a été condamné après la guerre à 6 mois de prison. C'est tout. Bon. Donc, nous sommes arrivés chez le directeur qui nous a donné les dossiers. À ce moment-là, nous sommes rentrés et moi, j'ai passé donc 3 jours. On devait repartir c'était le lundi, on devait partir le jeudi en Auvergne. Moi, je suis resté 3 jours chez ma maîtresse d'école pour dormir et mon frère est resté 3 jours chez une employée de mon père. Le jeudi, nous sommes partis
nous sommes allés à Madame et Monsieur Bertrand nous a accompagnés, mon frère et moi, à la gare. Mon cousin Gaston a été accompagné par un des amis, Monsieur Gibert, à la gare, puisque ses parents ne pouvaient pas sortir de la cachette où ils étaient. Et à ce moment-là, il y a eu mademoiselle Beaumont, qui était une assistante sociale, a pris le groupe. On était 9 garçons et 2 filles, et nous sommes montés dans le train pour aller en Auvergne. Alors, dans le train, là, on était assis, il n'y avait pas de problème. Par contre, on a dû changer à Toulouse. Mais à Toulouse, il y avait énormément de gens qui voulaient prendre le train pour aller vers l'Auvergne, vers Aurillac et vers les montagnes pour éviter les bombardements de partout. Donc là, le second voyage, nous l'avons fait assis dans le train. J'ai oublié de vous dire une chose, c'est que quand Madame Bertrand aussi après monté dans la maison, et elle a dit aux gens de la Gestapo, mais vous n'avez pas le droit de les prendre, ce sont de braves gens. Le chef de la Gestapo a pris son revolver par le canon, l'a mis en l'air et lui a dit, vous la vieille, taisez-vous, autrement je vous casse la tête. À ce moment-là, il a cherché dans la maison s'il y avait de l'argent, s'il y avait des bijoux, etc. Il n'a rien trouvé. Il a trouvé que les écrins où il y avait avant l'argenterie. Quand il a vu que l'argenterie était vide, il les a jetés contre les murs. Ma mère, à ce moment-là, a levé son bracelet et ses bagues qu'elle avait au doigt, elle les a données derrière son dos à Madame Bertrand. À ce moment-là, le chef de la Gestapo s'est tourné et il a vu, il lui a dit « Hé, voleuse, donnez-moi ces bijoux ». C'était le monde à l'envers. Hein. Donc, à ce moment-là, il lui a pris les bijoux et Madame Bertrand était obligée de s'en aller. Bon, je reviens sur le fait que nous sommes partis donc à Aurillac. Quand nous sommes arrivés à Aurillac, nous sommes descendus du train normalement et il y avait un petit car qui nous attendait. Ce petit car nous a amenés à l'hôpital d'Aurillac, qui était à peu près à 500 mètres de la gare. Devant l'hôpital, il y avait un très grand grillage, disons, un portail énorme qui faisait au moins 3 mètres de haut, qui d'ailleurs depuis a été levé, et on l'a ouvert et le petit car est rentré. C'était un hôpital, mais c'était surtout aussi un hôpital psychiatrique et où il y avait également tout un service de gérontologie. Et c'est dans ce service qu'on nous a mis. Alors moi, j'avais 8 ans à l'époque, j'étais assez effrayé de voir toutes ces personnes âgées, je n'avais jamais vu des grabataires à mon âge. Et malheureusement, le soir, on nous a fait coucher dans une chambre où il y avait 14 lits, 7 lits d'un côté, 7 lits de l'autre, avec une rangée au milieu. Et les lits étaient très hauts, donc moi j'avais 8 ans et l'édredon arrivait pratiquement à mon nez, j'étais obligé de sauter pour arriver sur le lit. Bon, je me suis couché, mais dans la nuit, il y avait une espèce de pénombre et les personnes âgées avaient toutes une robe de nuit blanche qui leur allait jusqu'aux pieds. Et dans la nuit, quand ils allaient aux toilettes, moi j'avais l'impression de voir des fantômes. Et alors je me cachais sous l'édredon. Et ça a duré comme ça pendant 3 jours. Ça a été les plus longs jours de ma vie. Le dimanche, on nous a demandé, la sœur qui était responsable, puisque c'était un hôpital qui était géré par des sœurs, nous a demandé d'aller à l'église. Bon, alors nous sommes allés à la chapelle plutôt de l'hôpital, et quand les gens se levaient, on se levait, quand ils s'asseyaient, on s'asseyait, quand ils se mettaient à genoux, on se mettait à genoux, on faisait comme les autres. On n'avait jamais vu ça, mais on faisait pareil. Le dimanche matin, la sœur en chef est venue nous voir, on était tous assis sur un banc en haut de la grande allée, et elle nous a dit, demain, lundi, il y a des gens de la ville qui vont venir vous chercher pour vous amener chez eux. Bon. Le lendemain matin, on est tous restés assis sur les bancs qui étaient en haut de l'allée, et il y avait la grande allée avec en bas le grand portail qui s'ouvrait,
Et il y avait une petite porte à côté quand même pour laisser passer les piétons. Donc, il y a une dame qui arrivait en bas. Elle était très belle, elle avait 24 ans et elle avait un tailleur beige magnifique, serré à la taille, avec un grand chapeau. Elle avait exactement l'allure de ma mère. Là, à ce moment-là, j'ai dit à mes amis, c'est moi que je viens chercher. Elle est montée, elle est passée devant nous, elle ne s'est pas arrêtée. Elle est allée au secrétariat, elle a vu la sœur Joseph, qu'elle connaissait très bien, puisqu'elle, avant son mariage, elle était infirmière dans cet hôpital, et elle est revenue avec la sœur Joseph, elle nous a tous passés en revue, et elle a dit, c'est le petit que je veux. Le petit, c'était moi. Et effectivement, l'idée que j'avais eue, que c'était moi qu'elle viendrait, c'était la bonne. Elle m'a pris et elle m'a amené chez elle. Quand elle m'a amené chez elle, la première chose qu'elle a faite, elle m'a amené dans la salle de bain, elle m'a dit de me déshabiller, je me suis déshabillé, je suis rentré dans la baignoire, et quand elle m'a vu rentrer dans la baignoire pour me laver, elle a vu que j'étais circoncis. À ce moment-là, elle m'a posé la question, est-ce que tu es circoncis? J'ai dit, oui, madame. Ma mère m'avait dit, surtout ne dis jamais que tu es circoncis. Mais dans ce cas-là, je ne pouvais pas faire autrement que de dire, je suis circoncis, que je suis juif. Donc, elle n'a rien dit. Et au bout de... quand j'ai fini, elle a fini de me laver, je me suis habillé, on est remonté. Ce n'est que le soir, après le repas, il y avait son mari Antoine, il y avait sa belle-mère Maria et la bonne Juliette, et elle, à ce moment-là, elle m'a demandé, mais où sont tes parents? À ce moment-là, je lui ai expliqué tout ce qui était arrivé pendant juste le lundi d'avant. Ça faisait qu'une semaine. Et donc, j'ai expliqué que la déportation de mes parents, le fait qu'on était allé à l'hôpital avec un groupe d'enfants et tout ça, qu'il y avait mon frère et tout ça. Et Antoine, son mari, m'a posé la question, mais où est ton frère? Je lui ai dit, mais mon frère, il est toujours à l'hôpital avec mon cousin Gaston. Or, mon cousin Gaston avait eu la main gauche coupée à l'âge de 7 ans, parce qu'il y avait une bête qui lui avait piqué la main. À l'époque, ça lui avait donné la gangrène. À ce moment-là, il n'y avait pas encore la pénicilline qui était commercialisée, bien qu'elle soit inventée déjà. Elle n'était pas commercialisée, donc la gangrène était montée jusqu'au bras. Il avait fallu lui couper la main. Alors, je lui ai dit, je lui ai expliqué ça. Et alors, Antoine a dit, bon, eh bien, demain, on va aller chercher ton frère qu'on va garder nous avec toi parce que tu ne peux pas rester seul. Et ton cousin Gaston, on va le demander à des amis qui sont des marchands primeurs. Or, eux n'ont pas voulu garder Gaston parce qu'ils étaient handicapés. On ne veut pas un handicapé, on ne sait pas comment on pourra le soigner. Alors, à ce moment-là, eux ont dit, bon, alors nous, on va garder Gaston avec toi et ton frère sera chez les Têtes. C'est exactement ce qui s'est fait. Donc, on est resté jusqu'à la fin de la guerre. Dès que, alors, le dimanche qui a suivi, Antoine nous a dit, les enfants, vous êtes juifs, mais il faut absolument que vous veniez à l'église parce qu'autrement, nous, on est très religieux. Lui, c'est le responsable civil de l'église. Donc, si vous ne venez pas, il y aura une suspicion. Il vaut mieux que vous veniez à l'église. Et effectivement, on est allé à l'église jusqu'à ce que Aurillac soit libéré. Le jour où Aurillac a été libéré, Antoine nous a dit, les enfants, c'est plus la peine que vous veniez à l'église. Voilà. Je m'arrête là. Oui, j'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. J'espère qu'elle n'est pas trop triste. Que sont devenus tes parents? Mon père est mort à Auschwitz 3 jours après la libération du camp et ma mère est morte à Auschwitz 3 jours avant la libération du camp. Ça, 3 jours avant la libération du camp, je le sais parce que c'est Madame Henriette Cohen qui a vécu avec elle toute la déportation dans les camps et ma mère est morte dans ses bras le 9 avril, juste avant la libération par les Anglais. Et mon père, j'ai les papiers comme quoi il est mort 3 jours après, parce que quand les Russes, alors 2 choses, où il était, parce qu'ils avaient laissé garder les malades, ils n'ont pas fait faire la marche de la mort. Les malades, ils ont laissé à
à l'infirmerie parce qu'ils avaient détruit les fours crématoires pour effacer leur crime. Mais donc, comme ils ne pouvaient pas les brûler, ils les ont laissés à l'infirmerie. Alors, j'ai une amie qui était dans ce cas-là, qui restait à l'infirmerie parce qu'elle avait eu un pied gelé, elle ne peut plus faire la marche de la mort. Elle m'a dit, ou ton père est mort parce qu'il était trop malade, ou il est mort parce qu'il a trop mangé, parce que quand les Russes sont arrivés, ils leur ont donné à manger, et il y en a beaucoup qui sont morts comme ça. Edmond, ton récit était tout à fait poignant. Il était d'une précision mathématique et on a senti que c'était avec ton cœur que tu as parlé et vraiment au nom de celles et ceux qui participent à notre réunion ce soir, grand merci, grand merci à toi pour ce récit qui, d'un côté, nous glace, mais d'un autre côté, nous réconcilie avec l'humanité. Je voudrais maintenant dire que les gens, que ce soit la famille Bertrand, que ce soit la famille Leibro ou la famille Tête, ils ont tous eu la médaille des Justes parmi nous. Et en l'an 2000, j'ai invité pendant 10 jours la famille Leibro en Israël. Je leur ai fait le tour de Jérusalem, le tour d'Israël, et ils ont rallumé la flamme à Yad Vashem. Magnifique. Yves, es-tu là? Comment? Non, je posais la question à Yves Stoléru, qui va prendre la parole maintenant. Je lui posais la question de savoir s'il était là. Yves, es-tu là? Yves Stoléru. Yves. Là, nous avons un petit problème technique qui va certainement être résolu par David. David, est-ce que tu as des nouvelles de Yves? David, as-tu des... n'entends pas. Attends, on va lui envoyer un message chat pour lui dire de... il faut lui téléphoner pour lui dire de prendre la parole. Est-ce qu'on a ses coordonnées téléphoniques? Moi, je ne les ai pas. Ah, voilà. Yves, est-ce que tu nous entends? Yves, nous entends-tu? Yves, qui a les coordonnées téléphoniques de Yves? Attends, on va essayer de faire quelque chose. Yves, on le voit. Yves, Allô? Yves. J'essaie de l'appeler par WhatsApp, Pierrot. Je n'ai rien entendu depuis le début. Bon, Yves, réactive ton micro, s'il te plaît. Oui, mais je l'ai déjà. Il est activé, déjà. Il est activé. Yves, est-ce que tu m'entends? Oui. Yves, est-ce que tu m'entends? Oui. Bon, alors, c'est à toi de parler dans une demi-minute. Et je voulais dire que tu nous as déjà raconté ce que tu as vécu, comment tu as passé la guerre avec ta famille, et si je ne me trompe, à Nantes. C'était passionnant, et cela le sera à nouveau. Si je ne me trompe, je me souviens que tu étais au lycée, tu étais élève au lycée de Nantes, et c'est un des éléments que certainement tu vas nous raconter. Alors à toi la parole, Yves. Il vient de couper son micro, il faut qu'il remette son micro. Voilà. Yves, est-ce que tu m'as entendu? Yves Stoléru. Ken, Yves, vas-y. Yves, on le voyait, mais on... Oui. Yves, est-ce que tu m'entends?
Yves, est-ce que tu m'entends? Oui, mais je le fais, mais Le micro parce qu'on ne t'entend pas. Alors, clique sur le micro. Yves. Yves, est-ce que tu as réactivé ton micro? Oui, c'est bon, maintenant il faut qu'il parle. Ah, zut. Yves, tu devrais parler maintenant. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit auparavant? Laisse tomber, il ne peut pas t'entendre, il n'a pas de son. Il faut juste qu'il mette son micro, qu'il parle, c'est tout. Il faut lui envoyer un message par téléphone, lui dire de parler. Et de remettre son micro. Jacqueline lui a fait couper le micro. Je viens d'avoir Yves, je lui ai dit de remettre son micro, il n'arrive pas. Il l'avait mis comme il faut. Est-ce que vous m'entendez? Je suis Nitsa Lev. Oui, bonjour Nitsa. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais, en attendant qu'on puisse lui parler, Ça y est, il est bon, il a vous remis son raconter micro, en, il puisse parler en maintenant. résumé mon histoire. Nitsa, on attend un tout petit peu l'intervention de notre ami Yves. D'accord. Ensuite, Pierrot te donnera la parole. D'accord. Je voulais juste vous raconter un petit truc court. Je ne vais pas vous raconter mon Veldiv. J'avais 3 ans. Okay. Je voudrais juste vous raconter qu'en ce moment, je suis en train de rechercher sur mes parents parce que je ne savais rien et je voulais rien savoir. Et ils ne m'ont jamais rien dit. Et je viens d'apprendre, incroyable, il y a 2 jours, que j'avais 2 frères que je n'ai ni vus ni connus. C'est ce que je voulais vous dire. Ça sont les histoires de la guerre. Nitsa, oui. On te donnera la parole après le témoignage de Yves Toleru et Pierre Dreyfus te donnera la parole. Pour l'instant, on attend le témoignage de notre ami Yves. Il réussit. Yves, est-ce que tu nous entends? Yves. Pierrot, fais-lui un signe. Fais-lui un signe de la main. Je ne vois pas. Fais un signe. Il te voit, lui. Yves. Il faut que tu parles. Yves. Yves, tu dois parler. Yves. Écoutez, Yves. Allô? Est-ce que tu m'entends, Yves? Pose ton micro, Yves. Et non, ne lui dis pas de toucher au micro. C'est ce que je fais depuis 1 heure. Il faut qu'il parle, c'est tout. Tu vas lui faire couper le micro. C'est fou. Yves, m'entends-tu? Montrez-lui la touche micro sur laquelle il doit appuyer. Oh, Ah, viens vite, il y a un problème. Yves, est-ce que tu m'entends maintenant? Il faut qu'il parle, c'est tout. Le micro est branché, il faut qu'il parle. Yves, tu touches à aucun bouton, il faut juste qu'il parle. Ton micro étant branché, tu dois parler. Non, tu dois parler, Yves. Yves, tu dois parler. J'ai l'image et il n'y a pas de son. Jacqueline, téléphone-lui. Si, on t'entend. Sans toucher à aucun bouton. Yves, tu parles. Ici. Attends. Yves, tu dois parler, c'est tout. Yves. Yves, bon, malheureusement, je crois que nous allons nous passer du témoignage de Yves. Voilà. Yves, est-ce que tu m'entends? Maintenant, oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Alors, je disais que tu nous avais déjà raconté ce que tu avais vécu pendant la guerre avec ta famille. Si je ne me trompe, c'était à Nantes. Hein? Et tu étais élève au lycée. Ce que tu nous avais raconté à ce moment-là était absolument passionnant. Et je suis sûr que tu seras de nouveau passionnant pendant les 10 minutes, un quart d'heure qui sont à ta disposition. Bon, est-ce que je peux... On m'entend maintenant? Oui, tout à fait. Tu dois parler, c'est tout. Bon, alors je veux juste te dire qu'il y a 1 heure que je suis devant mon écran
et que malheureusement, je n'avais pas le son. Donc, je n'ai rien entendu jusqu'à maintenant. Bon, alors, comme vous le savez, je suis à Paris pour un événement familial inattendu. Donc, voilà d'où viennent les petites difficultés. Alors, je voudrais faire un tout petit exposé liminaire. Vous m'entendez, oui? Oui, on t'entend très bien. Tu Alors, as 10 minutes, un quart d'heure. en 1993 a été créée la section de Jérusalem des Aloumim, des enfants cachés, d'où je fais partie de cette formation avec Rivka Avichai. Ça, c'est une chose. En 1993, ça faisait exactement 50 ans que j'avais été caché avec mon petit frère dans le village de Passin dont je vais parler. Donc, je suis revenu, j'ai donc été en 1993 revoir ce village, retrouver mes sauveurs, et c'est de ça que je vais parler. Entre-temps, j'étais revenu à Jérusalem, j'avais assisté à une tenue du Bnei Brit, tout à fait au même moment. Je ne me rappelle plus le nom du président, le vice-président, c'était Jacques Malamé. Et on a donc eu cette tenue, et à la fin de la tenue, comme d'habitude, Jacques Malamé a dit « Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ?» Donc j'ai levé la main, il m'a fait venir au pupitre, et j'ai raconté, il y a 28 ans, ce que je vais vous raconter ce soir en quelques mots, et je ne pense pas que quelqu'un d'entre vous, de ceux qui sont là ce soir, m'ait entendu à ce moment-là. Peut-être il y en a un ou deux frères ou sœurs. Voilà donc ce que je voulais dire. Alors, je suis né en 1934 à Nantes, d'un père roumain et d'une mère alsacienne. Pourquoi mes parents se sont-ils installés à Nantes? Parce que mon père, en arrivant en France en 1920, a fait des études de chimie à la Sorbonne et à l'Institut Pasteur et a réussi un diplôme de docteur en sciences, donc spécialisé dans les fermentations. Et il se trouve qu'à Nantes, il y avait les brasseries de la Meuse et que les fermentations, comme vous le savez sans doute, est un processus important de la fabrication de la bière. Donc, mon père est venu à Nantes et a été employé par les brasseries de la Meuse. Et c'est donc là que je suis né, en 1934, comme je viens de dire, et mon frère en 1937. Donc, tout allait bien à Nantes jusqu'en 1939, même jusqu'en 1940, même jusqu'en 1941, quand les Allemands sont arrivés à Nantes. Une des premières choses qu'ils ont fait, sans doute ailleurs aussi, c'est d'aller à la communauté juive afin de récupérer la liste des Juifs inscrits dont nous faisions partie. Quand mon père a appris ça, il a compris qu'il valait mieux s'en aller. Et le 18 décembre 1941, une date que je n'oublierai pas, nous sommes partis de Nantes pour n'y plus revenir. Nous avons traversé la ligne de démarcation et après tout un périple que je ne vais pas développer, nous sommes arrivés à Lyon. Nous avons passé quelque temps à Lyon. À l'époque, c'était encore pas très... La vie n'était pas trop difficile pour les Juifs. Pourquoi à Lyon? Parce que nous avions déjà pas mal de familles là-bas et qu'on pensait que ça serait mieux d'être ensemble. Entre-temps, nous avons été à Beaucaire, petite ville dans le Gard, où il y avait également les brasseries de la Meuse et où mon père a pu travailler pendant un certain temps. Et ensuite, je suis retourné à Lyon avec ma mère et mon frère pendant que mon père était à Montpellier. Alors à Lyon, en 1943, la situation devenait tragique.
il y avait des arrestations tous les jours. Et ma mère, par le truchement d'une belle-sœur, d'une sœur à mon père, a décidé qu'on devrait aller dans un village pour y être caché. Et il se trouve que ce village a été Passin, qui est dans le département de l'Isère. C'était un village de 200 à 300 habitants qui n'avait rien de spécial, sauf que, à l'époque, il était tout près de Isieux. Je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que Isieux et que la maison d'Isieux est tragiquement connue. Donc, je pense que nous étions peut-être à 1 kilomètre ou 2 à vol d'oiseau de ce village où 40 enfants qui étaient dans une colonie juive cachée là-bas ont été dénoncés et sont partis à Auschwitz. Alors nous, à Passin, dans ce petit village de l'Isère, par miracle, par bonheur, nous n'avons jamais vu un Allemand. Mais par contre, les gens qui nous ont reçus, la famille Triat, T-R-I-2-L-A-T, nous ont pris comme des pensionnaires, mon frère et moi. Il y avait les parents, Marie et Clément, qui devaient avoir dans les 50 et quelques, et les enfants, Robert et Isabelle. Robert avait 22 ans, Isabelle 20 ans. Donc nous avons passé une partie de l'année 43 et une partie de l'année 44 dans ce village. J'ai pu aller à l'école. Je le sais parce que j'ai reçu des relevés de présence à l'école, même des relevés d'absence, comme par hasard. J'ai été absent. Et donc, j'ai à peu près fait mon année scolaire. Ma mère est venue nous voir à 2 ou 3 reprises. Mon père n'est jamais venu à cause des dangers qu'il y avait à prendre le train. Donc nous sommes restés là-bas jusqu'en 1944, jusqu'à la libération, où ma mère est venue nous récupérer. Et je dois dire que la vie là-bas pour nous deux a été une vie plutôt paisible, puisque moi j'allais à l'école et que mon petit frère, il n'y allait pas, il restait à la maison et il aidait un petit peu la maîtresse de maison. Alors, ce qui est peut-être intéressant à raconter, c'est la façon dont les retrouvailles se sont faites. Comme je l'ai dit au début, en 93, ça faisait donc 50 ans que nous étions là-bas. Pendant ces 50 ans, je n'avais eu aucun contact avec cette famille. Et c'est seulement en 93, quand nous étions déjà à Jérusalem, que j'ai dit à ma femme, puisque nous allons en vacances en Suisse et que nous louons une voiture, essayons de faire un saut à Passin. Donc nous avons atterri à Genève, j'ai pris la voiture, nous sommes partis à Passin, c'était le 14 juillet, parce que je me suis dit que le 14 juillet, il y avait plus de chances de trouver des gens qu'un autre jour de la semaine où ils étaient occupés. Donc nous partons de Genève. Passin est un village qui est grosso modo sur la route Paris-Lyon. Sylvie avait la carte sur les genoux et moi, tant bien que mal, sans trop de difficultés, nous sommes arrivés à Passin. Alors, en rentrant dans ce village, je n'ai rien reconnu du tout. 50 ans après, c'est pas facile. Alors j'ai roulé encore un petit peu et à un moment je me suis arrêté devant une maison et j'ai dit à Sylvie, je crois que c'est la ferme. Mais je n'en étais vraiment pas sûr. Alors nous avons continué à rouler encore
un tout petit peu, peut-être 200 mètres ou 250 mètres, et sommes arrivés à la grande place du village, la place où il y a l'église, le café et la boulangerie, je crois. Donc j'arrête ma voiture, je descends. Il y avait en tout et pour tout, à 11h, 11h30, 2 femmes sur cette place, un 14 juillet, qui parlaient ensemble. Alors je vais vers ces 2 femmes, je leur dis bonjour, et je leur dis je recherche la maison des Trias. Et une des 2 femmes tend le bras, me montre une maison, c'était exactement celle que j'avais reconnue. Donc, je dis à ces 2 femmes, voilà, je viens de Jérusalem, j'ai habité ici pendant la guerre avec mon frère, et je recherche Robert et Isabelle Tria, qui s'étaient occupés de nous. Et une des 2 femmes me dit, Isabelle, c'est moi. Et voilà, après 50 ans, comment j'ai retrouvé cette personne qui s'est occupée de nous, qui avait 70 ans et que j'avais quitté à 20 ans. Donc nous allons vers la ferme et rentrons là-bas. Il y avait la femme de Robert qui nous dit, oui, Robert, il n'est pas loin d'ici, il est dans sa vigne, allez le voir. Alors nous partons, Isabelle, Sylvie et moi, voir dans cette vigne pour retrouver Robert, qui effectivement était là, complètement ébahi de me voir. Nous retournons à la ferme et nous parlons pendant quelques heures de ce qui s'est passé pendant ces 50 ans. Il avait, lui, donc 72 ans. Je l'avais quitté à 22. Alors, au bout de ces quelques heures de discussion, nous repartons. La tête pleine de souvenirs. En rentrant à Jérusalem, je parle donc au Bnei Brit, comme je vous l'ai dit au début. Et après, je me dis, ces gens-là, ils ont quand même risqué notre vie pour mon frère et moi. Il faudrait qu'on leur trouve un signe de reconnaissance. Je parle à Lucien Lazare, qui venait à Chopin, à la même choule que moi, et qui était donc à Yad Vashem, et qui me dit, c'est simple, tu dois faire un témoignage, il y a une commission des justes, la commission va se réunir, et on te dira si oui ou non on peut reconnaître ces gens-là. Donc je fais mon témoignage, j'écris mon témoignage, et je ne sais pas si vous savez, si vous en avez fait, au cours de ce témoignage, il y a une rubrique où on dit « Est-ce que vous avez des témoins ?» Alors 50 ans après, les témoins, le seul que j'avais, c'était un oncle qui était venu une fois me voir passer. Un oncle, pas mon père, un frère de mon père. Il habitait Paris, et moi, entre-temps, nous étions à Nice. Alors je lui écris, ou je lui téléphone, je ne me rappelle plus exactement, et je lui explique tout ça. Et il me dit, moi, je ne veux plus entendre parler de cette période. C'était clair, c'était net. Bon, je n'insiste pas, et je dis à Lucien Lazare, mon oncle, le seul témoin, n'a pas envie de témoigner. Il me dit, c'est pas grave, tu as fait ton témoignage, on va voir. Alors, j'envoie donc le témoignage. Et il se trouve que Jacques Malamé, qui était à l'époque à Jérusalem, mon partenaire d'échecs. Encore 2-3 minutes. Bon, ça va prendre un petit peu plus. Et que je voyais chaque semaine, faisait partie de la commission
aussi de la désignation des justes. Donc il était au courant et il me disait, bon, ton dossier, il va passer à la prochaine commission. Très bien. Alors j'attends, et très peu de jours après, quand on s'est revu à une partie d'échecs, il me dit, ça y est, ton dossier est passé, on va avoir très vite la réponse. Et la réponse donc a été positive. Et donc, et Clément et Marie, qui étaient les gens qui nous avaient reçus, et leurs enfants, Robert et Isabelle, ont été tous les quatre reconnus par Yad Vashem. Alors, il se posait une question importante. Donc, évidemment, on les a mis au courant. Il se posait une question importante de savoir à quel endroit va-t-on remettre les diplômes des justes et la médaille à ces gens-là. Il y avait deux possibilités, ou bien dans le village, ou bien à Jérusalem, où à l'époque, on plantait encore des arbres, alors que maintenant, on ne plante plus. Alors en 95, donc 2 ans après ma visite, tout le monde a été au courant et j'ai décidé que ça se ferait après ça. Parce que je voulais que les gens du village soient aussi associés. Donc on a préparé toute la cérémonie et elle a eu lieu pendant l'été 95. On s'est donc rendu là-bas avec Sylvie et mon cousin qui avait été caché avec sa femme, avec sa mère, pardon, qui nous avait donné le tuyau, donc pour assister à cette cérémonie. Il y avait le maire du village, il y avait ce qu'ils appelaient l'historien du village, il y avait le délégué de Yad Vashem, il y avait le représentant de l'ambassadeur d'Israël, David Saada, qui je crois est toujours à l'ambassade à Paris. Et il y avait une femme qui s'est présentée comme la présidente de l'Association des Justes de France, une association qui existe, et cette dame-là, entre parenthèses, je ne me rappelle plus son nom, elle a caché la famille Chili. Elle habitait à Annecy, elle a fait beaucoup de faux papiers parce qu'elle travaillait à la mairie et elle a caché la famille Chili. Il y avait évidemment mon frère et sa femme. Donc la cérémonie a eu lieu, il y avait à peu près la moitié du village qui était assis là, sur des chaises qui avaient été préparées. Donc il y a eu les discours, comme toujours. Le représentant de l'ambassade d'Israël a donc fait son petit discours, son grand discours, et a remis la médaille et le diplôme à Robert et Isabelle. Ensuite, j'ai parlé pour expliquer pourquoi j'avais décidé, en fin de compte, de faire cette cérémonie à Passau, pourquoi j'avais mis 50 ans pour me rappeler de cette histoire, et ensuite mon frère a parlé. Donc il avait été entre-temps ministre, mais à l'époque il n'était déjà plus. Et alors, bon, il a raconté un petit peu son parcours. Et à la fin, il a dit une chose qui m'est restée. Il a dit, grâce à la famille Tria, je suis quand même ému chaque fois que je raconte cette histoire. Donc il a dit, grâce à la famille Tria, aujourd'hui nous sommes là, alors que nous pourrions être là. Et là, c'était le monument aux morts du village. Ben, merci beaucoup. Il s'en est fallu de très peu. Merci Yves de ce très émouvant témoignage. Je savais que ce serait très émouvant parce que tu nous as déjà raconté d'autres événements de ta vie qui ont été tout aussi émouvants et nous avons
grâce à toi, participer à ce que tu as vécu pendant ces temps terribles qui ont été ceux de la Seconde Guerre mondiale. Mais grâce à ce que tu nous as dit, nous avons toi aussi, tu nous as donné une grande lueur, une lumière d'espoir. Alors, merci beaucoup, Yves. Je regrette beaucoup que je n'ai pas pu entendre les 3 autres intervenants parce que j'aurais bien voulu. Ça a été enregistré de sorte que tu pourras l'entendre. Très bien. Maintenant, je voudrais donner la parole à Nitsa, que je ne connais pas, mais que j'ai vu tout à l'heure. Et je lui donne la parole très rapidement parce que nous sommes malheureusement pris par le temps. Elle a commencé à nous raconter qu'il y a 2 jours, elle avait retrouvé 2 de ses frères. Alors Nitsa, à vous ou à toi la parole, mais malheureusement très rapidement. Il faut demander à Nitsa de remettre le son de son micro, sinon on ne l'entendra pas, et aussi de s'écarter un peu de la caméra parce qu'on ne la voit pas non plus, on ne voit que sa bouche. Voilà. Vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, on vous entend, on voit pas bien. Je ne sais pas faire. Hein. Voilà. Alors, bon, moi, j'ai eu une longue histoire. Je ne vais pas tout vous raconter. Je vais vous raconter simplement. Nitsa, oui. Écoutez-moi ou écoute-moi. Oui, j'écoute. Je ne peux pas te donner longtemps la parole. J'ai compris. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, les contingences du temps. D'accord. 2-3 minutes. Alors, j'ai eu une très longue vie où je ne voulais pas trop me souvenir. J'ai écrit des nouvelles sur la RAF, sur le Veldiv, quand j'y étais à 3 ans, parce que tout m'est revenu grâce à des cauchemars et à des années, 60 ans, de psychothérapie. C'est vous dire que ça a été difficile. Tu nous as dit que tu as retrouvé… Oui, alors pour faire tout ça, dernièrement, je me suis dit que je vais aller au centre de généalogie juive pour qu'il me donne quelques renseignements que je n'ai pas. Et je viens d'apprendre, premièrement, quand se sont mariés mes parents, où ils étaient et donc où j'étais. Et je viens d'apprendre également, et ça c'est première nouvelle car je ne m'en souviens pas du tout. Ma mère avait un fils aîné, ils sont arrivés dans les années 30 à Paris, directement à Paris, devant la Seine, sur le quai Montebello. Enfin, une petite rue, là, c'était les immigrés juifs qui arrivaient de Pologne, de Russie, de Lituanie, et c'était un quartier très pauvre. Aujourd'hui, c'est le quartier le plus riche de Paris. Et donc, ma mère était couturière et mon père était un héros de l'aviation française. Mon père était toujours à Toulouse, c'est pourquoi je ne me souviens même pas de son visage, de sa tête. Je l'ai vu une fois dans le Veldiv, parce qu'il était venu se donner pour que nous puissions sortir, ma mère et moi. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai su, mais je ne me souviens pas exactement. Et donc, j'ai demandé au centre de bien vouloir m'envoyer l'histoire de ma famille à Paris. À Paris, c'est facile, c'était dans le 5e. Et là, ils m'ont envoyé une sorte de rapport de la vie de maman après le mariage. Et j'apprends, je suis en train, il y a 2 jours, de voir que après mon frère aîné qui est né en 35 à Paris, moi je suis née en 39. Et je ne savais pas que ma mère avait eu 2 autres enfants. Un en 38, donc 1 an avant moi, qui est mort 2-3 mois après. C'était les conditions de la guerre, de la collaboration plutôt, hein, à Paris. Et c'était assez terrible. Et j'ai eu un 2e frère dont personne ne m'a jamais parlé non plus, que je n'ai
pas vu non plus, dont je ne me souviens pas non plus, qui est né, qui s'appelait Gabriel, et qui est né, lui, en 40, un an après moi, et qui est mort aussi, dans les mêmes conditions, je ne sais pas comment. Et personne n'a voulu me le raconter, ça. J'ai un frère aîné, celui de 35, qui maintenant est décédé, qui n'a jamais voulu parler de la guerre non plus. Mais moi, je me souviens, et ça a été des affres de mémoire que je tirais, de cauchemars que j'ai fait pendant 40 ans, jusqu'à ce que je retrouve comment et pourquoi la valise du Veldiv, comment et pourquoi Madame Chaussade dans la rafle, quand ils sont venus nous chercher, qu'ils sont montés dans les escaliers, cette vieille dame française, qui était très âgée, toujours toute seule. Elle me met comme si j'étais sa petite fille, sa seule petite fille. Je me souviens d'elle avec ses cheveux. Je vivais, pour ainsi dire, chez elle. Elle me cachait. Et cette vieille dame, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, cette vieille dame, quand les policiers sont arrivés dans l'escalier pour monter nous chercher, on avait donc été dénoncés, parce que mon père n'était pas là. Cette vieille dame a dit aux policiers qui ont ouvert la porte, alors qu'ils n'auraient pas dû savoir que j'étais là, j'étais en train de jouer sur le sol au milieu de la pièce, j'avais 3 ans et 1 mois. Et elle leur a dit, emmenez-moi à sa place. Moi, je suis une vieille femme, c'est une enfant innocente. Ils ont trouvé à répondre uniquement, on viendra la chercher quand on aura trouvé la mère. Malheureusement, on vous écouterait des heures parce que… Oui, parce que je suis en train de chercher de faire la médaille du juste parmi les nations pour celui qui m'a sauvé dans le Veldiv. C'est une histoire encore plus terrible que celle que je viens de vous raconter. J'espère… C'est dommage. Et je n'y arrive pas. Et je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. C'est pourquoi j'ai besoin de tant de renseignements. Oui. Laissez-moi parler. J'espère qu'un jour, on pourra vous écouter de manière beaucoup plus longue, beaucoup plus intense. Ah oui, j'ai des histoires terribles. Mais malheureusement, je suis obligé de vous dire que nous ne pouvons pas poursuivre avec beaucoup de regrets, parce que, comme je vous l'ai dit il y a un instant, on vous écouterait pendant des heures. Voilà ce que je voulais vous dire, mais j'espère que vos recherches aboutiront et que vous pourrez me raconter la suite. Et absolument, ça mérite. Sera joyeuse. Voilà ce que je voulais vous dire. Entendu. Voilà, merci beaucoup. Shalom. Shalom. Voilà. Eh bien, avant de passer la parole à Jacqueline pour la conclusion de cette soirée extrêmement intense, je voulais vous dire que personnellement, j'ai été particulièrement ému de tous vos témoignages et je crois que, non seulement je le crois, mais je suis sûr, nous avons parfaitement bien fait de vouloir, certes avec retard pour diverses raisons, mais néanmoins, organiser cette soirée dans le cadre du Yom HaShoah d'une part, du Yom HaTzmaut d'autre part, et c'est la raison pour laquelle nous espérons vous retrouver le 11 mai, mardi 11 mai prochain, pour écouter le rabbin journaliste, essayiste Jaco Grunwald, qui nous parlera de son dernier livre, Israël sur sa terre, ce qu'en disent les Palestiniens, 11 mai prochain, 19h, dans les mêmes conditions de Zoom que ce soir. Jacqueline, à toi, s'il te plaît. Jacqueline. Oui, je suis très émue et vraiment, je voudrais remercier très fortement nos sœurs et frères de la Loge Robert Gamzon, Suzanne, Jeannette, Edmond, Yves. Leur témoignage est extraordinaire, de mémoire
quelques 75 ans après, je crois que nous sommes tous traumatisés et que plus nous vieillissons, plus la mémoire est importante et plus nous devons témoigner. Donc, merci beaucoup à vous quatre. Vous avez été extraordinaires d'émotion, de précision, et je n'ai pas d'autre mot que de vous dire, continuez vraiment à témoigner tant que vous le pouvez, avec briout et shalom. Maintenant, je voudrais juste, après ces moments d'émotion, vous rappeler quelque chose. Nous sommes la loge Robert Gamzon de Jérusalem. J'aimerais que tous nos amis qui sont à Jérusalem ou dans les environs puissent faire partie, ou tout de moins demander de faire partie de la loge Robert Gamzon, de devenir membre de la loge Robert Gamzon. Car plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons réaliser des activités et le renouvellement des membres de notre loge est essentiel. Donc, s'il vous plaît, nous vous attendons. Si vous êtes intéressés, et j'espère que beaucoup d'entre vous seront intéressés, je vous donne le mail de la messagerie de la loge Robert Gamzon, qui est en petit bb.r gamzon.geru@hotmail.com et nous vous attendons. Un grand merci à Nitsa, que je connais de Paris depuis très longtemps. Et comme l'a dit notre ami Pierre, ça sera avec un grand plaisir que nous pourrions t'entendre de nouveau. Et si nous pouvons t'aider à tes recherches, nous sommes prêts à te rendre ce grand service. Merci à vous tous et à très bientôt, c'est-à-dire au 11 mai, pour l'intervention de notre ami Jacob Grunewald. Merci à vous et briout et shalom. Bye bye.